Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Anomalie aérienne non conventionnelle Ufologie dynamique. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à cette UAP News, dans cette UAP News, aux récents événements américains et puis bien sûr aux diverses informations puisqu'il y a quand même pas mal d'informations qui viennent d'arriver des États-Unis et bien sûr il y a un événement qui est quand même tout de même assez important. Bien sûr pour commencer cette UAP News, il y a un événement important. Il s'agit du briefing du comité de surveillance de la Chambre avec la NASA, donc concernant l'étude des UAP. Donc ce jeudi, aujourd'hui, là où j'enregistre cette vidéo, c'est-à-dire que vous allez la voir samedi, mais donc ce jeudi, aujourd'hui le 21 septembre 2023. Vous avez donc une commission qui sera publique, donc un comité en fait, ce qu'ils appellent un comité de surveillance. C'est-à-dire que c'est pour savoir en fait ce que va faire la NASA sur la question. Après, est-ce que c'est aussi quelque part pour le financement, puisque de toute façon, on l'a vu lors du dernier rapport de la NASA dans la récente UAP News, concernant le rapport de la NASA, ils vont avoir besoin de moyens, de moyens financés, de moyens pour pouvoir en fait monter en fait leur projet et puis mettre en place leurs services, nommer des personnes, etc. Donc c'est vrai qu'on a besoin en fait d'un contrôle aux États-Unis. C'est comme ça quand une institution ou un organisme en fait propose un grand projet, ça tombe sur la surveillance de la chambre. Ça c'est normal. Pourquoi? Parce que on a besoin de savoir ce qu'ils vont faire avec. Donc avec les crédits, etc. Alors certains ont pensé que justement ce comité de surveillance serait en fait une surveillance sur l'information donnée par la NASA. Mais je pense que personnellement je suis pas trop d'accord avec ça pour la bonne et simple raison que je pense que si il y a quelque chose qui relève de la surveillance, c'est plutôt du département de la défense qui eux et qui eux sont plutôt chargés de superviser les informations. Ils vont superviser de loin les informations transmises au public par la NASA parce que la NASA a dit la NASA ont déclaré en fait qu'ils seraient complètement clairs sur la question, mais certains aspects relevant des UAP, comme de toute façon le département de la défense le déclare, certains aspects des UAP relèvent de la sécurité nationale. Donc si ça relève de la sécurité nationale, ce ne sera pas rendu public. Ça, on l'a déjà vu déjà depuis un certain temps. Donc, mais ça va tomber quand même sous la surveillance donc d'un comité. Alors c'est un comité rassemblant à peu près 35 personnes et donc parmi ces 35 personnes, donc il y a en fait c'est une sorte de comité bipartite hein, entre démocrates et républicains. Donc vous avez en fait, alors vous avez quelques personnalités qu'on avait déjà vues lors du congrès comme Matt Gaetz. Alors Matt Gaetz, on l'avait vu lors de l'audition de David Grosh, Ryan Grave et David Fravor. Donc le 26 juillet 2023, on l'avait vu justement puisqu'il posait des questions. Matt Gaetz posait des questions justement à ces personnes. Et donc, il y a d'autres personnes qui sont plus ou moins médiatiques, Michael Watts, Pat Fallon, etc. Donc, euh, c'est très important ce qui va se passer, hein, parce que c'est quand même un comité qui va en fait superviser, enfin, qui va surveiller un peu ce que fait la NASA. Et ça va permettre en fait aussi d'évaluer les moyens. Voilà donc pour ce comité. Donc c'est pour le aujourd'hui jeudi 21 septembre. Donc c'est important ce qui va se passer. Il faudra forcément avoir un œil là-dessus. Et en plus de ça, c'est une commission publique. Hein, donc elle est rendue publique, c'est-à-dire qu'on peut bien sûr la regarder et on aura en plus la teneur des documents puisque c'est public. Donc ça c'est intéressant. Donc on verra la suite justement de ce comité de surveillance, savoir ce qui va en être et savoir en fait peut-être quels moyens va être mis en œuvre pour pouvoir tout simplement pour que la NASA tout simplement puisse travailler sur la question avec des moyens proportionnels à leur demande. Ça c'est logique. Voilà. Donc voilà pour cette information. Alors on va rester toujours sur les États-Unis
avec une lettre. Alors, une lettre tout à fait étonnante qui nous est tombée comme ça sur les réseaux sociaux. C'est une lettre absolument authentique. Elle n'a pas été démentie. Alors, c'est une lettre signée par Angus King Jr., qui est sénateur américain. Et regardez, on va lire ensemble en fait cette lettre. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette lettre? Alors, vous allez voir, c'est assez étonnant. C'est vraiment tombé là récemment. Donc, merci de m'avoir contacté au sujet de la surveillance par le Congrès des phénomènes aériens non identifiés. Alors, il s'adresse à une personne, sauf que le nom de la personne est barré. Voilà. Donc je prends très au sérieux toutes les menaces potentielles pour notre sécurité nationale et je continuerai à assurer la surveillance du ministère de la Défense. Alors lui, il est chargé de la surveillance du ministère de la Défense et du bureau du directeur de la sécurité nationale, enquête du renseignement ODNI, sur les observations d'UAP. Donc phénomènes anormaux non identifiés. Vous serez peut-être intéressé de savoir que la loi sur l'autorisation de la défense nationale, donc la fameuse NDAA, pour l'exercice 2022, a créé le bureau de résolution des anomalies dans tous les domaines, la HARO bien sûr, coordonne l'étude des pans entre le DoD, la communauté du renseignement, la NASA et autres agences fédérales. Donc en fait c'est un ensemble. On voit dans cette lettre, si on décrypte bien la lettre, c'est un ensemble en fait, tout simplement. C'est une sorte de conglomérat entre différents services, donc la NASA, Comité du renseignement, le département de la défense, les agences fédérales. De plus, la NDA pour l'année fiscale 2024, donc on en vient justement à cette fameuse loi. Justement, là actuellement, alors là c'est pas débattu tout de suite, ça a déjà été débattu le 12 septembre. Il y a eu une réunion à huis clos le 12 septembre. Et là, c'est un comité de surveillance pour aujourd'hui. Mais le jeudi, donc 21 septembre. Mais le 12 septembre, il faut savoir qu'il y a eu une réunion à huis clos entre en fait des membres bipartites donc du Congrès et puis bien sûr les différentes agences, le département de la Défense, les agences de renseignement, etc. Ça concerne en fait la discussion sur la teneur de la loi, justement, qui va sortir, qui pourrait être appliquée en 2024. Donc, de plus, l'NDA pour l'année fiscale 2024, telle qu'adoptée par le Sénat, comprend les mesures supplémentaires visant à améliorer la transparence et la surveillance au sein du DoD en ce qui concerne cette question. Donc, un peu plus de transparence, hein, un petit peu moins de cachotterie, on va dire. Donc, dans le même ordre d'idée, j'ai récemment rejoint un groupe bipartisan. Donc, il a rejoint le groupe bipartisan, hein, donc il le confirme dans cette lettre, de mes collègues du Sénat, donc les fameux sénateurs. Donc il y a un groupe qui s'est formé, hein, qui est bipartisan, on l'avait déjà vu, avec Borchet, etc. Donc on avait vu pas mal, Gates aussi en particulier. Donc on avait vu tout ça ensemble. Donc dans le même ordre d'idée, j'ai récemment rejoint donc un groupe bipartisan de mes collègues du Sénat pour présenter la sensible classification Acte 2023 qui réformerait et moderniserait le système de classification des États-Unis en augmentant la responsabilité de la surveillance et en limitant la surclassification afin que le Congrès puisse mieux superviser, c'est-à-dire DoD et autres agences fédérales. Donc c'est assez intéressant parce que en plus de ça, la responsabilité de la surveillance en limitant la surclassification. En effet, lorsque nous l'avons vu à plusieurs reprises, effectivement, il y a un problème. Il y a un problème de, si vous voulez, il y a un problème de surclassification des données. Il y a des tas de rapports d'observation de personnes au sol, de personnes dans les airs, pilotes civils, militaires, etc. Et le problème, c'est qu'il y a une surclassification, on a besoin de ces données pour que, en fait, ce projet est fait pour la NASA en fin de compte, parce que la NASA a besoin qu'on déclassifie et qu'on évite une surclassification des données, parce que la NASA va avoir dans son projet et dans la direction de son nouveau département UAP, va avoir besoin de données. S'ils n'ont pas accès aux données donc du département de la Défense, ils peuvent pas enquêter. Ils ont besoin de matière, si vous voulez. Ce sont des scientifiques, et un scientifique, comme vous le savez, un ingénieur a besoin de matière hein, pour son laboratoire, c'est normal, hein, voilà, en vulgarisant. Donc on a besoin de matière, on a besoin de choses solides. Donc obligatoirement, le département de la Défense, d'après ce qu'on sait, ils ont des vidéos.
Ça c'est certain. D'ailleurs, comme on l'a vu dans les vidéos qui ont été déclassifiées là en 2017, même si certaines sont remises en question, néanmoins, de toute façon, il y a des phénomènes qui sont observés par les pilotes civils et militaires. Donc, je vous invite à aller voir les rapports du NARCAP, qui est une organisation qui est chargée en fait de recueillir les témoignages de pilotes. Bon, il y a un phénomène. Voilà, il y a un phénomène. Donc à partir de là, ils ont besoin d'éléments, d'éléments factuels, de type témoignage, mais aussi ils ont besoin d'éléments vidéo, des éléments photographiques, sachant qu'on, d'après les éléments que l'on aurait maintenant, on sait très bien que de toute façon, d'un point de vue militaire, le cas du Nimitz, il ne s'agit pas d'un petit rush, mais plutôt d'un grand film. Pourquoi ? Parce que comme je vous expliquais encore une fois, les militaires ne vont pas filmer un phénomène court quelques minutes et ils vont s'arrêter et dire on va rentrer à la base. Non, un militaire, son rôle c'est de surveiller du point A jusqu'au point Z. Donc effectivement, eux ils ont besoin d'éléments comme ça, ils ont besoin vraiment de matière. Donc c'est pour ça que c'est pour éviter une surclassification. En même temps, c'est pour que ces données soient aussi accessibles à des organismes de recherche, donc des organismes scientifiques indépendants, et aussi des organismes d'amateurs. Alors, les organismes d'amateurs, plus ou moins amateurs, c'est-à-dire que des organismes, par exemple, que le Studies Coalition Scientific, SCU, ou le SOL, qui compte faire travailler sur la question des scientifiques de classe mondiale, obligatoirement, ils ont besoin de matière aussi. Ils ont besoin. Il n'y a pas que le MUFON, si vous voulez. Donc, il faut essayer de se rendre compte, de se rendre compte comment que ça se passe sur la question. Voilà en ce qui concerne cette surclassification justement. Donc visant en fait tout simplement à éviter que les données soient encore sous forme de rétention, si vous voulez, rétention d'informations. Donc voilà. Donc, et puis du point de vue démocratique, comme on en parle souvent, du point de vue démocratique, c'est quand même mieux de diffuser des informations. Voilà. Alors, on va continuer la lettre. Donc, j'ai l'intention de continuer à collaborer avec le DoD, donc le département de la Défense, et l'ensemble de la communauté du renseignement, alors qu'il clarifie les incursions dans l'espace aérien américain. Et je surveillerai les actions de notre gouvernement pour résoudre les incidents impliquant des phénomènes aérospatiaux non identifiés et évaluer le danger que ces phénomènes représentent pour notre pays. Merci encore de votre contact sur ce sujet et veuillez rester en contact sur les futures questions apportées devant le Sénat. Donc voilà, donc il se joint, donc ce sénateur Arthur Kings, donc se joint donc au Sénat, au groupe bipartisan, et donc va avoir quand même un poids quand même assez important du fait de sa position. Et puis en plus de ça, lui c'est un virouti de la politique américaine, qui est très connu. Donc voilà pour cette dernière information. Alors on va continuer les informations. Alors on va rester toujours sur les États-Unis. Après on va parler un petit peu plus de cas prospectifs concernant un tout dernier article là, qui vient de sortir. Il est vraiment absolument passionnant puisqu'en fait il est lié à un rappeur de la RAND, donc RAND Corporation, et justement on va pouvoir en parler ensuite. Donc on va par contre s'intéresser donc tout de suite au tabloïd médiatique américain concernant en fait la fameuse lettre dont on a parlé pas mal sur internet, et d'ailleurs j'en avais parlé sous forme rapidement d'un short voilà, sur YouTube, donc concernant en fait la lettre de l'inspecteur général. Donc c'est vrai que c'était une lettre un petit peu lunaire, on avait du mal un peu à comprendre, à décrypter. Alors c'est vrai qu'il y a une personne, un spécialiste en fait de la communication qui avait réussi à décrypter la lettre. C'est vrai que c'était pas simple, moi-même je m'étais trompé, et puis en fin de compte lui il a réussi avec les mots bien pesés, les virgules et tout, à bien comprendre en fait dans la façon dont il voulait s'exprimer, cet inspecteur général. Mais voilà, ça fait encore polémique, forcément, c'est une lettre qui fait polémique, sachant que là on va avoir quelques données. Alors ça nous vient de Fox News. Alors que nous dit Fox News sur la question? Donc les accusations portent sur la prétendue dissimulation. Donc on va regarder ça tout de suite. Sur la prétendue dissimulation, on va agrandir un petit peu. Voilà.
Voilà. Sur la prétendue dissimulation donc d'un programme secret sur les ovnis. L'inspecteur général de la communauté du renseignement a déclaré qu'il n'a mené aucun audit, c'est vrai, aucun audit, inspection, évaluation ou examen des allégations d'ovnis soulevées par David Grosh. Alors c'est vrai que si vous vous rappelez, on en avait parlé sur le Discord en particulier, c'est quand même assez étonnant. Pourquoi il y a en fait tout simplement... il y a en plus, j'avais parlé justement de la contradiction en ce qui concerne les prérogatives justement de l'inspecteur général, puisque l'inspection générale, les prérogatives, c'est de mener des audits, des inspections et évaluations ou examens suite à une déclaration sous serment. Bon, mais là, il dit que après les déclarations sous serment de David Grosh, il n'y a rien eu en fin de compte. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'enquête, hein, selon en fait les descriptions que l'on a maintenant, qu'il n'y a pas eu d'enquête sur la question. Alors, on va revenir tout de suite sur l'article. Donc, un législateur a crié à la dissimulation. Donc, c'est l'infatigable Tim Burchett, après que la communauté du renseignement a déclaré qu'elle n'avait pas examiné les allégations concernant des programmes secrets permettant de récupérer des ovnis écrasés et d'effectuer une ingénierie inverse. Le lanceur d'alerte sur les ovnis, David Grosh, a fait allusion de 2 programmes de déclaration sous serment lors de l'audience du comité de surveillance, donc les représentants du 26 juillet, qui a mis la lumière sur des décennies de secrets apparemment. Donc l'inspecteur général de la communauté du renseignement a déclaré qu'il n'avait mené aucun audit, inspection, évaluation ou examen des programmes présumés d'ovnis dans une lettre du réponse du 15 septembre, donc aux questions des législateurs. En fait, c'est les législateurs qui ont posé la question où vous en êtes où dans le dernier paragraphe d'une réponse de 2 pages. Donc le représentant Tim Burchett a déclaré qu'il s'agissait d'une dissimulation, c'est une accusation ça, de dissimulation dans un tweet la réponse le même jour. Donc Burchett, qui s'est exprimé ouvertement sur les ovnis, a obtenu des réponses, a partagé la lettre sur X, anciennement sous le nom de Twitter bien sûr. Donc par souci de discrétion, l'inspecteur général note qu'il n'a pas procédé à aucun audit, inspection, évaluation ou examen de prétendus programmes UAP, ça on en avait parlé, sous la responsabilité de l'autorité du DNI, la direction du renseignement national, qui permettrait à ce bureau de fournir une analyse complète, réponse à vos questions, indique la lettre et réponse au législateur. Cela n'a pas plu à Burchett, ben non. Alors, c'est vrai qu'il a été quand même assez mécontent de cette attitude. C'est vrai que sur une attitude un petit peu, pour le moins étrange quand même. En plus, c'est peut-être un peu lunaire, moi je trouve. Parce que à relire comme ça, c'est vrai que c'est un peu étrange. En fait, il dit qu'il n'a pas mené tout ça, mais il dit qu'il il ne récuse pas qu'il n'a pas fait d'enquête. En fait, ça a été notifié, ça, en fin de compte. Il dit qu'il n'y a pas eu d'examen, tout ça, mais il ne récuse pas le fait qu'il n'y a pas eu d'enquête. Donc c'est quand même assez étrange. Donc le reste de la lettre d'inspecteur général n'aborde pratiquement pas des questions législateurs sur les affirmations de Grosh, qui a fait sous serment lors d'une audience au Congrès il y a 2 mois. Donc Grosh a répondu aux questions du Congrès, mais a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne pouvait pas divulguer plus de détails lors d'une audience publique en raison d'une affaire ouverte de représailles contre lui. Jacques McCulloch, qui était ancien inspecteur général de la communauté du renseignement, du président Obama, a représenté Grosh dans sa plainte. C'est vrai qu'on l'avait vu, ce fameux personnage. D'ailleurs, j'en avais parlé dans cette fameuse vidéo sur l'audience, où en fait, derrière Grosh, il y avait effectivement un avocat, Jacques McCulloch, qui était l'ancien inspecteur général de la communauté du renseignement, qui avait exactement le même poste, donc a représenté Grosh dans sa plainte contre l'inspecteur général de la communauté du renseignement. Donc, il est avocat qui représente en fait la plainte, et il est ancien inspecteur général de la communauté du renseignement qui porte plainte contre un nouveau inspecteur général de la communauté du renseignement. C'est vrai que c'est assez loufoque, mais enfin c'est vrai. Et était délibérément assis derrière lui lors de l'audience du 26 juillet, c'est vrai. Donc une lettre, lire la lettre complète de l'inspecteur général. Alors on avait mis la lettre sur le short, un short YouTube, etc. Et puis forcément on en a parlé sur le Discord. Alors personnellement, cette lettre, c'est un peu, c'est vrai, lunaire. Donc la réponse de l'inspecteur général de la communauté du renseignement à la demande des législateurs pour plus d'informations sur les informations du lanceur d'alerte sur les ovnis, David Grosh, concernant des programmes secrets de récupération d'ovnis écrasés d'ingénierie inverse.
Donc voilà, la réponse de l'inspecteur général de la communauté du renseignement, là ici présente. Donc qui a dit Grosch, qu'est-ce qu'a dit Grosch lors du témoignage? Donc il a déclaré qu'il y avait des produits biologiques, il a déclaré en même temps que dans les années 30 ils ont récupéré un objet, il a déclaré dans l'audition qu'il pouvait fournir des détails dans un cadre strictement confidentiel, donc en compartimenté en fait confidentiel défense. Les législateurs ont écrit une lettre à l'inspecteur général, donc en fait ça s'est pas envenimé, mais on va dire qu'ils ont voulu plus de réponses. Ils ont mis un peu la pression sur l'inspecteur général. Et donc, les 6 membres du Congrès ont signalé donc, le 21 août à l'inspecteur général. Donc, il y avait Burchett, Jared Moskowitz, Anna Paulina Luna, Nancy Metch, Eric Burlechen, Andy Ogles. Donc, ils ont demandé, en fait, tout simplement, à ce qu'on leur donne des éléments. Donc, l'inspecteur général a dit quand même qu'il accorde également une considération respectueuse et accorde le poids qui lui revient aux demandes des membres individuels du Congrès, en tenant compte des facteurs tels que les contraintes de ressources de l'inspecteur général, les priorités concurrentes, et si cela interférait avec la capacité de l'inspecteur général à répondre en temps opportun aux demandes de surveillance dûment autorisées, indique la lettre réponse de l'inspecteur général. Donc en fait, il semble en fait n'ayant pas en fait, ça veut dire ce que ça veut dire, ça veut dire quand même si on refait en fait un décryptage en tenant compte de facteurs tels que les contraintes de ressources. Donc ils ont des contraintes de ressources, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui bloquent, si vous voulez, il y a des choses qui bloquent pour que que l'inspecteur général puisse avoir des éléments au sein du département de la défense. Donc ils bloquent, c'est-à-dire qu'il y a des contraintes de ressources. Donc il y a des choses qui doivent coincer. Alors et donc, c'est des priorités et ça interfère avec les capacités, justement. Alors, donc, ça veut dire que l'inspecteur général et l'inspection générale n'auraient pas les capacités nécessaires pour obtenir des renseignements auprès du département de la défense Pentagone pour avoir des éléments supplémentaires concernant les dires de David Grosch. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Donc, il y a des choses qui sont contraignantes, contraignantes. Donc, c'est à soulever, c'est un sujet à soulever. Si on décrypte cette réponse, même qui paraît un peu étrange, donc c'est vrai que voilà. Donc en fait, voilà en fait ce qui vient de sortir en fait sur Fox News concernant en fait le mécontentement de Tim Burchett, du représentant américain. Voilà, du sénateur. Donc, écoutez, on verra à peu près ce que ça donne par la suite. En tout cas, on va rester aux infos le plus rapidement possible parce que forcément, ça va évoluer cette affaire. Voilà donc pour cette lettre, voilà, enfin cette déclaration, et puis aussi pour cette lettre de Angus King, donc pareil, qui se joint bien sûr au comité bipartisan. Voilà, donc on va s'arrêter alors sous un article. Alors un article qui est tout à fait intéressant, puis on finira bien sûr par un cas. Alors un cas troublant parce que c'est vrai que c'est un cas qui m'a paru un petit peu troublant, si vous voulez. Donc on va revenir dessus tout de suite, mais là on va s'arrêter quand même sur un article qui est sorti sur The Debrief. Alors c'est un article qui est écrit par Courtney Bauer, qui est doctorante en sciences régionales à l'université Cornell, prestigieuse université, Elisabeth Raymond, qui fréquente également Cornell, et elle est étudiante à la maîtrise en sciences régionales aussi. Donc elle prépare une maîtrise. Donc on va s'arrêter sur cet article. Alors cet article va en fait nous diriger vers un rapport 2023 de la Rand Corporation, mais là pour l'instant on va s'arrêter uniquement sur cet article et vous allez voir, c'est absolument, alors vraiment, j'y aurais pas pensé. Mais comme quoi, on a besoin des scientifiques, on a besoin des gens qui sont doctorants, on a besoin de gens en fait qui puissent avoir en fait un œil un peu différent, un œil un peu plus scientifique que nous en fin de compte. Et vous allez voir, ça m'a vraiment mis la puce à l'oreille sur pas mal de choses. Alors, on va s'arrêter. Alors, sonde d'IA extraterrestre furtive, reconsidérer le mystère de l'UAP. Alors c'est un peu un article un peu prospectif quelque part, mais
il y a pas mal de corrélations avec pas mal de choses. Alors, en mai, le Sean Kirkpatrick, le directeur du bureau de résolution des anomalies à Haro, au ministère de la Défense, a rapporté qu'environ alors c'est ça qui a en fait soulevé, si vous voulez, l'article, c'est ça qui a soulevé en fait l'universitaire à s'intéresser à la question. Pourtant, c'est pas quelqu'un qui est pro, hein, mais en se disant, hein, c'est quand même bizarre. On me dit que c'est en analysant en fait les pourcentages de l'AHARO, donc de l'organisme qui est chargé en fait de l'étude des UAP aux États-Unis, et elle s'est dit, tiens, c'est quand même bizarre. Je vais m'intéresser au côté régional et à la territorialité du phénomène, parce que c'est son domaine en fait, les sciences régionales. Donc voilà, c'est bien justement, comme quoi l'étude est pluridisciplinaire d'un point de vue scientifique, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, donc à rapporter qu'environ 2 à 5% des observations du AP semblent représenter de véritables anomalies. Le GEPAN, donc il parle de nous là, il parle de la France, le GEPAN, l'unité de l'agence spatiale française CNES, chargée d'étudier les pans, rapporte des pourcentages similaires pour un sous-ensemble de ces investigations. Et bien c'est vrai, le GEPAN au sein du Centre national d'études spatiales a sur son site 2 à 5% environ d'observations qui sont classées D1, D2. Donc, alors ce sont des informations de rapports d'enquête qui sont en fait qui sont considérées par le GEPAN comme inexpliquées. Ça ne veut pas dire qu'elles ne seront pas inexplicables dans le futur, mais effectivement sur l'ensemble des rapports, il y a ce qu'on appelle le résiduel. Le résiduel, c'est en fait ce qui reste d'inexpliqué. Hein. Ça, c'est la terminologie classique, hein, donc de la communication du GEPAN. Donc, cet aspect résiduel est intéressant parce que justement, c'est ce qui avait intéressé justement cet universitaire. Voilà. Donc, rapporte de pourcentage similaire donc pour un sous-ensemble de ces investigations. Absolument vrai. Donc, comme le montrent constamment les réinvestissements dans les recherches des pans de la part de notre appareil de sécurité nationale, la nature des observations anormales de pans semble justifier une enquête plus approfondie. Oui, c'est bien. Toutefois, ce sentiment n'est pas nouveau. Et en écrivant pour la Rand Corporation en 1968, George Kircher a étudié le phénomène OVNI et ses implications dans un rapport intitulé OVNI que faire, qui analysait le phénomène et appelait un programme de reporting centralisé pour comprendre laquelle des 9 explications avancées des nouveaux phénomènes physiques et au son d'extraterrestres étaient plus susceptibles d'être correctes. Donc, dans l'idée que, en fait, le phénomène, ce sont des sondes extraterrestres. D'ailleurs, on s'en rappelle, avant en parler là dans l'article, mais on s'en rappelle qu'il y avait un article prospectif du docteur Sean Kirkpatrick et du scientifique Avi Loeb, donc un article de l'université de Harvard, hein, c'est pas n'importe quoi, donc qui en fait expliquait en fait que l'idée c'est qu'effectivement du fait des manifestations, du type de manifestation, ça pourrait être des sondes. Un peu comme nous, on enverrait des sondes, si vous voulez, ailleurs, voilà, sur des exoplanètes, par exemple. Donc la possibilité que certains pans puissent représenter des engins extraterrestres était aussi tentante pour Kircher en 68 qu'elle l'est aujourd'hui. Un article d'opinion récemment publié dans The Hill discutait des rapports actuels sur les objets sphériques anormaux qui semblent partager des attributs similaires avec les récits UAP remontant aux années 40. Alors effectivement, les années 40, alors on dit que l'ère moderne de l'ufologie, c'est 1947. Alors c'est l'ère médiatique, c'est pas l'ère des observations. Parce que la première enquête qui a été faite, c'est à partir de 1943 par le Bureau des Standards, qui appartenait en fait à l'US Air Force. En fait, c'est des enquêtes qui ont été investiguées parce qu'en fait, les pilotes, si vous voulez, les pilotes lors de la Seconde Guerre mondiale rapportaient en fait observer des choses qui n'étaient pas des avions. Donc, à partir de là, le Bureau des Standards a été le premier organisme, le premier service à enquêter sur le phénomène dans l'ère moderne. Après, est-ce qu'il y a eu d'autres documents ? On n'a pas la teneur des documents, mais effectivement, ce n'est pas 1947. C'est bien en fait 1943. Donc, l'auteur, Marek van Reinkampf, c'est sur The Hill souvent. Il écrit, fait ensuite une affirmation surprenante. Selon Kirkpatrick, cette gamme d'attributs hautement anormales équivaut au profil UAP, un paquet de cibles que l'ARO recherche. Alors c'est vrai, l'ARO déclare, selon les déclarations du docteur Kirkpatrick, qu'il y a un paquet de cibles. Un paquet de cibles, c'est, si vous voulez, dans la terminologie du docteur Kirkpatrick, qui est lui scientifique, c'est uniquement une catégorie qui a été identifiée, si vous voulez. C'est une catégorie bien spécifique. Et c'est cette catégorie, d'ailleurs, qui est la plus présente dans les pourcentages que présente l'ARO sur leur site.
Hein, ce sont ce qu'on appelle les orbes, espèce de boules en fait, hein, on va appeler ça comme ça, et qui en fait représentent la plus grande partie des observations. Donc voilà, alors un paquet de cibles du AP et l'existence d'attributs anormaux dans au moins un petit pourcentage d'observations modernes. 3 questions complémentaires viennent à l'esprit. Premièrement, existe-t-il des théories ou des preuves fondées suggérant que les pans pourraient être à l'origine extraterrestre? Deuxièmement, si nous envisageons l'hypothèse extraterrestre, c'est qu'une hypothèse, pourquoi les rapports UAP transmettraient-ils uniquement des anomalies dans leurs capteurs et autres données plutôt que d'apparaître comme un engin structuré sans ambiguïté? Troisièmement, si nous supposons un instant que ces anomalies sont des sondes furtives qui pourraient suggérer leur comportement observé, quant à leur objectif? Ici, nous explorons la possibilité que certaines parties des observations de l'UAP véritablement anormales puissent être reproduites par des sondes extraterrestres furtives, imprégnées d'intelligence artificielle. Ça, c'est ce que pense le docteur Kirkpatrick en off. Et d'un système de camouflage complexe, probablement. Donc, compte tenu des limites de nos méthodes de détection actuelles, la nature de ces observations du AP suggère qu'il pourrait en effet passer plus de choses. Il pourrait passer plus de choses que ce qui pourrait être perçu actuellement. C'est-à-dire, on a énormément d'observations sur la planète. Il est possible qu'on ait plus d'observations, mais qu'on ne les voit pas. En fait, qu'il y ait des observations, qu'il y ait en fait des phénomènes dans le ciel, mais qu'on ne les voit pas. C'est-à-dire que le phénomène est là sans qu'on le sache. Mais en même temps, le phénomène est là sans qu'on l'aperçoive. C'est-à-dire qu'il est peut-être au-dessus de nous. On a des cas de gens qui ont juste aperçu une fraction de seconde le phénomène, etc. Mais ils ont eu cette impression que le phénomène était là depuis un moment. Donc, il y a aussi des cas comme ça, il y a énormément de cas où en fait le phénomène est là et on ne le voit pas, et où le phénomène est là et a un système de camouflage de type invisibilité, etc. Alors ça, bien sûr, c'est une hypothèse, hein, on ne rentre pas bien sûr c'est dans les spéculations qui pourraient partir dans tous les sens. On parle là d'hypothèse ou d'un postulat qui pourrait être un postulat scientifique en disant voilà, un appareil peut-il avoir un système de camouflage pouvant ne pas être vu, voilà, hein, comme nous on travaille d'ailleurs sur les systèmes de camouflage, les systèmes de furtivité par exemple qu'on a actuellement sur nos avions, etc., sur les avions en particulier américains. Donc pourquoi pas? Donc, machine interstellaire. Alors, concernant notre première question, il est possible qu'une civilisation extraterrestre conclue par nécessité, comme les humains l'ont fait. C'est passionnant à lire, hein. Franchement, c'est passionnant à lire. On voit que c'était fait quelqu'un véritablement qui est bien posé, comme les humains l'ont fait, de nos premières erreurs, pour explorer le cosmos que les machines intelligentes et non les engins habités, je précise, non les engins habités, offrent le moyen les plus robustes d'explorer le voisinage galactique. Les machines ne nécessitent pas de nécessité créaturelle, c'est-à-dire une créature qui puisse aider la machine à voler, et ne se fatigue pas, ne vieillissent pas et ne tombent pas en panne facilement sous la dureté de l'espace interstellaire. Alors là, je m'en renverrai aux spécialistes de crash d'OVNI sur YouTube. Il semble que là, l'article de la doctorante va à l'encontre de ça, parce que souvent on nous parle en fait de crash d'OVNI. Moi personnellement, les données que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de crash d'OVNI. Hein. Il y en a pour ainsi dire pas. Donc il n'y a aucune donnée de preuve sur un crash d'OVNI quelconque, hormis d'un crash qui aurait eu lieu à Roswell en 1947, et encore, c'est un crash qui était complètement insignifiant. Il n'est sorti que, pour revenir sur Roswell, dans les années 80, par rapport au livre de Moore. Mais avant 80, c'était un cas qui était totalement invisible. Hein. Il est devenu un grand cas par la suite, hein, des décennies après. Et pas tout de suite. Donc, effectivement, là, son article va à l'encontre de l'idée qu'on se fait qu'il y aurait plein de crash d'OVNI. Hein. Il y a des spécialistes sur YouTube qui nous parlent souvent de ça. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Donc, les machines initiales pourraient commencer comme des engins semblables à voyager, un ou deux rovers semi-autonomes comme Perseverance sur Mars. Alors, c'est vrai qu'elle transpose en fait ce que nous on fait. À mesure que la technologie progresse, de tels engins seront probablement mis à jour pour inclure des capacités d'IA sophistiquées et pourraient être exploités dans un essaim de vaisseaux spatiaux. Alors ça, c'est l'idée du docteur Kirkpatrick dans son article prospectif avec Avilov qui en fait pense
pense quelque part dans son article, qui pense de Harvard, qui pense qu'en fait tout simplement c'est peut-être en fait quelque part un grand vaisseau caché qui est complètement indétectable et qui envoie des essaims en fait sous forme de sondes, un peu ce que nous on ferait quelque part si on avait ces technologies. On enverrait des sondes partout, on envoie déjà des sondes, mais si on avait les moyens, si on avait plus de moyens et puis on aurait une technologie un peu plus évoluée, on enverrait plus de sondes qui pourraient se propager au travers du système solaire, tandis que des engins à l'échelle nanométrique pourraient partir vers des exoplanètes proches. À terme, des modèles plus récents, à terme, des modèles plus récents pourraient se rapprocher des sondes de von Neumann autoréplicatives. Il pourrait s'agir, selon les mots du professeur Alan Turing, des petites sondes interstellaires intelligentes. Alors ça, c'est encore un article prospectif scientifique dotées d'une IA avancée de l'ensemble des capacités nécessaires pour atteindre une exoplanète. Des modèles aussi avancés, comme des sondes de Turing, devraient arriver avant modèle de première génération. Donc il y aura différents modèles en fait tout simplement. C'est-à-dire que la civilisation en voyant des sondes, un peu comme nous, on enverrait par exemple, on a envoyé des sondes par exemple dans les années 60, etc. Et là on envoie des sondes par exemple en 2020. Donc automatiquement la technologie n'est pas la même, on est d'accord. Bah, ça serait exactement pareil pour une civilisation, on va dire entre guillemets exotique. C'est-à-dire qu'elle enverrait en fait des sondes donc à une certaine période et obligatoirement elle enverrait d'autres sondes à une autre période, mais forcément la technologie n'est pas la même. Ça vous fait penser à quelque chose en termes de l'ufologie, en termes d'évolution des formes? Bon, voilà, je vous mets sur une piste. Voilà, tout simplement, je vous mets sur une piste. Les sondes sont de plus en plus évoluées parce que comme un être vivant, voilà, un être vivant réfléchissant, pensant, il évolue. Et donc, il va fabriquer des sondes de plus en plus, au fur et à mesure que le temps avance. Il va donc améliorer son ingéniosité, ses concepts d'ingénieur, scientifique, etc. Et puis forcément, les sondes vont se moderniser. Hein. Avant, elles étaient archaïques, elles paraissaient archaïques. Aujourd'hui, elles semblent extrêmement pointues en termes d'évolution. Donc là, c'est une piste. Je ne vous donne pas la réponse, mais je vous donne une piste en fait qui peut être exploitable. Donc, écrivant pour The Astronomical Journal en 2019, James Benford a exploré l'idée de lurkers ou des sondes, ce qu'ils appellent les lurkers, et des sondes extraterrestres conçues pour observer la Terre sans être facilement visibles. Il a suggéré que des rôdeurs pourraient se cacher dans notre système solaire, éventuellement positionnés dans des endroits stables, comme au point de Lagrange. Cependant, si ces sondes sont suffisamment avancées et disposent de technologies et de l'intérêt requis, nous pensons qu'elles pourraient choisir d'explorer une exoplanète au lieu de rester à distance. Bah oui, au lieu de rester à distance, elles pourraient se dire, les sondes, comme elles sont équipées d'une intelligence artificielle, en disant, bah écoutez, il y a peut-être de la vie là-dessus, il semble qu'il y ait de la vie après une analyse. On va dire, on va s'imaginer que la sonde, alors ça c'est une imagination, mais on peut très bien, il y a énormément d'articles prospectifs scientifiques très sérieux qui en fait émettent ce type d'hypothèse. On pourrait très bien avoir une sonde qui scanne en fait une planète et puis qui détecte, voir s'il y a de la vie biologique dessus ou pas, et puis dès qu'il y a de la vie biologique, elle y va. L'une des raisons impérieuses pour lesquelles une sonde pourrait venir sur Terre est d'en apprendre davantage sur notre espèce, avant d'établir le contact. Une sonde d'IA pourrait avoir besoin de collecter beaucoup d'informations pour comprendre comment communiquer, un peu comme un anthropologue travaillant sur le terrain. Mais contrairement à un anthropologue travaillant avec une autre communauté humaine, cette sonde d'IA pourrait se heurter à un obstacle apparemment impossible. Comment combler le fossé de communication entre l'humanité et une espèce extraterrestre? Bah oui, c'est un problème ça. C'est un gros souci. Comment, en fait, dans cet article-là qu'on décrypte ensemble, comment trouver le langage nécessaire pour pouvoir, en fait, pour que la sonde puisse communiquer avec nous, cette intelligence artificielle. Publié en 1998, le docteur Douglas Vakoch considère que les problèmes d'incommensurabilité de la communication entre l'humanité et les espèces extraterrestres, en cela que la physique et la mathématique sont supposées universelles. Les civilisations terrestres et extraterrestres auraient des méthodes de réalité différentes et devraient donc trouver un moyen différent de se rejoindre. Alors c'est pas simple, le docteur Vakoch plaide en faveur de l'utilisation d'icônes plutôt que de symboles, donc des icônes, tandis que des chercheurs contemporains, tels que le professeur Avi Loeb, envisagent la possibilité que les systèmes d'IA des deux espèces puissent former un pont de communication sous la forme d'un émissaire IA. Alors vous vous rappelez dans un des UAP News qu'on a fait,
j'avais parlé justement de cette idée. Il y a une info qui justement parle de cette idée. Où en fait, que c'était le problème, c'était un article à propos du problème de communication entre deux IA. Et que ces deux IA, en fait, communiqueraient entre elles. Mais le problème, c'est que le danger par rapport à ça, si vous regardez dans une de mes anciennes news, le danger, c'est qu'en fait, les deux IA en fait, se comprennent, mais ne veulent pas nous comprendre. C'est-à-dire qu'elles communiquent ensemble, mais nous trouvent totalement insignifiantes. C'est-à-dire notre IA que nous avons, nous, communiquerait avec l'autre, mais ne se préoccuperait pas de nous, quoi. Et ça, c'est un danger. Selon certains scientifiques, c'est aussi un danger. En fait, ça serait d'ailleurs la pire des choses, parce qu'en fin de compte, les deux IA communiqueraient entre elles tout en étant là avec elles, mais qu'en fin de compte, nous n'aurions aucune donnée sur la question. C'est la pire des choses qui puisse arriver pour certains scientifiques, effectivement. Donc, on pourrait imaginer un émissaire de l'Égypte. Alors, pour l'imagination, c'est un émissaire de l'Égypte de la fin de l'âge de bronze qui aurait passé plus de temps soit en transit, soit en visitant des civilisations lointaines comme Chypre, Canaan ou la Grèce mycénienne. De la même manière, un émissaire IA investirait des efforts considérables pour apprendre à naviguer dans les systèmes stellaires et ensuite à se renseigner sur la planète, sur la civilisation extraterrestre à laquelle il se trouve en contact. À savoir que nous serions des extraterrestres pour eux. On est d'accord. Parce qu'on parle souvent d'extraterrestres, nous, parce qu'on est sur notre planète. Mais après tout, on est de toute façon des extraterrestres pour une autre civilisation ou pour une sonde équipée d'une intelligence artificielle. Nous sommes aussi des gens exotiques. Donc à partir de là, nous pouvons tenter de répondre à notre deuxième question. Si les pans étaient véritablement d'origine extraterrestre, pourquoi apparaîtraient-ils comme des anomalies ? D'où ma terminologie, anomalie aérienne non conventionnelle. Compte tenu des barrières de l'extranéité, une sonde IA aurait probablement besoin de beaucoup de temps pour nous observer et s'entraîner sur nos données. Peut-être en attendant que nous créions notre propre émissaire. Pendant ce temps, les capacités furtives favoriseraient essentiellement sa survie. Un obscurcissement intentionnel aiderait à expliquer la nature anormale des observations de Pan. Nous pensons, étant donné la large portée géographique des observations couplée à l'absence de détection d'engins évidents, que si certains pans sont véritablement d'origine extraterrestre, il pourrait y avoir plusieurs sondes furtives d'intelligence extraterrestre, dans ce qu'ils appellent les SEAP au lieu des UAP, donc opérant sur notre planète. La nature secrète des SEAP pourrait également répondre à la célèbre question d'Enrico Fermi: où est tout le monde ? Le paradoxe de Fermi, c'est le paradoxe bien connu. Donc le paradoxe de Fermi met en évidence un contraste entre les grands nombres de planètes hypothétiquement habitables et notre manque actuel de preuves de civilisation extraterrestre. Donc en fait, il y aurait plein de planètes, mais pourquoi ne sont-ils pas là ? Donc ça c'est la réponse des sceptiques. Hein, c'est souvent la réponse des sceptiques. Bah ouais, mais si t'es extraterrestre, s'il y a autant de planètes, s'il y a autant d'extraterrestres, pourquoi ils sont pas là ? Mais enfin, là, ça justement, ça écarte le paradoxe de Fermi, justement, cette idée. Donc, diverses solutions au paradoxe de Fermi ont été proposées, depuis des obstacles au programme technologique, l'autodestruction ou l'évitement, jusqu'à la théorie du zoo humain. Nous pensons que la présence des SEAP satisferait également ce paradoxe, même si cela reste spéculatif, attention, spéculatif, et nécessiterait des recherches et des financements importants pour être évalués. Alors, ce problème le problème dans la recherche, c'est les moyens. Et les moyens, c'est sur décision politique. Comme on le voit, par exemple, comme on l'a vu dans la news, là, concernant le comité de surveillance de la NASA, c'est toujours un des moyens. Vous ne faites pas un organisme scientifique sur les UAP avec 22 millions de dollars comme ils ont donné à la TIP sur plusieurs années. C'est n'importe quoi. 22 millions de dollars, c'est rien. C'est rien, 22 millions de dollars. Il faudrait des centaines de millions de dollars pour investir sur la question. Bon, ils les auront pas, ça c'est évident, mais il faudra au moins ça. Il faudrait vraiment un collège de scientifiques pluridisciplinaires avec des centres de recherche pour pouvoir s'intéresser seulement à la question. Ça coûterait énormément d'argent, et je me demande si un État est capable de financer. Alors les États-Unis sont entièrement capable de financer un tel secteur. Donc ça serait le secteur UAP, le secteur scientifique UAP. Vous avez le secteur en fait sur la biologie, le secteur sur l'ingénierie, de l'avionique moderne, etc. Et là, ça serait inventer une sorte de secteur scientifique UAP.
Donc avec des scientifiques de tout niveau, des anthropologues, des astrophysiciens, des physiciens, des exobiologistes, des sociologues, des chargés d'éthique, etc. Enfin, il faudrait, ce sera absolument énorme. Est-ce que les États-Unis vont faire ça un jour? Je ne sais pas. Peut-être que s'ils ont des éléments probants, que là ils vont mettre le paquet. On ne sait jamais. Hein. Des fois, vous savez, ils sont surprenants les Américains. Il pourrait donc être possible, compte tenu des témoignages, d'observations publiques, que le camouflage soit un mélange sophistiqué de technologies avancées, de métamatériaux, de modèles opérationnels et de mimétisme comportemental. J'ai déjà parlé de mimétisme. Hein. C'est un sujet d'ailleurs qui me tient à cœur à travers du phénomène, enfin du moins des faits, des éléments rapportés par les témoignages, et puis peut-être une ou deux vidéos qui pourraient en fait, des vidéos non pas en numérique mais des vidéos en analogique qui pourraient en fait nous confirmer que le phénomène est effectivement mimétique. Donc un tel camouflage n'est pas hors du domaine public, étant donné les analogues naturels, les techniques actuelles, les opérations de renseignement et des programmes de matériaux de camouflage. Effectivement, nous aussi on travaille sur les domaines de camouflage, comme on a travaillé sur les domaines de furtivité sur les avions. Donc le camouflage soigneusement élaboré de ces CEAP masquerait leur véritable nature, donc ce serait en fait pas leur vraie nature, d'où Jacques Vallée d'ailleurs, en y réfléchissant bien, Jacques Vallée, la projection, le projectionniste, hein, et Jacques Vallée veut savoir qui est le projectionniste, le projecteur il s'en fout, donc il parle de projecteur, donc de projection. Donc là, on marque, on dit que les CEAP masqueraient la véritable nature et nous donneraient des raisons de douter. Donc c'est un message qui nous dirait on est là mais on n'existe pas. Donc voilà, leur furtivité pourrait encourager le témoin moyen à ignorer mais sans oublier. Alors on a énormément de cas de témoins qui ignorent le phénomène qu'ils voient mais qui ne l'oublient pas obligatoirement et qui plusieurs années après vont dire oui j'ai vu quelque chose. Mais il a ignoré sur le moment. Ça arrive. Hein. Ça arrive même très souvent. En fin de compte, on a bien plus de témoignages, de témoignages là sur cette planète que le nombre qui a été recensé au sein des organismes officiels ou des organismes privés. Donc déjà, si on prend déjà ce paramètre, on doit avoir des millions de témoignages. Donc, et de gens en fait qui voient un phénomène, voilà, etc. Alors bien sûr, ça peut être une méprise. On parle bien sûr de cas résiduels, attention, de cas résiduels de l'ordre de quelques pourcents, mais effectivement, ça peut être une méprise. Mais ça peut être aussi un phénomène, voilà, non conventionnel. Et puis cette fois-ci, il va l'ignorer, il le regarde, il l'ignore vraiment, puis après il va pas vraiment l'oublier, puis il va le ressortir. Et ça nous est arrivé plein de fois. Dans l'histoire de l'ufologie, si vous vous intéressez en fait à la narration des témoignages, à la structure des témoignages, vous avez des gens qui vont vous dire oui c'est vrai, moi j'ai vu il y a 3 ans quelque chose que je comprenais pas, mais il l'a ignoré pendant 2-3 ans, mais il l'a pas oublié tant que ça, en fin de compte. Donc ça c'est intéressant. C'est aussi une question à soulever. Cet article est absolument passionnant, je peux vous le dire. La gestion de l'information gouvernementale ou les convictions personnelles, la théorie de camouflage propose une autre perspective au travers de laquelle considérer ces réponses. Hypothétiquement parlant, si une espèce extraterrestre avancée envoyait des SEAP sur Terre, comment pourrait-il fonctionner et que pourrions-nous voir? Même si nos progrès dans la technologie, les drones, fournissent une base de spéculation, la technologie extraterrestre, si elle existe, pourrait fonctionner selon des principes totalement différents. C'est évident. Toutefois, si les principes sont liés d'une manière ou d'une autre, les SEAP pourraient être spécifiquement conçus pour mettre fin aux tentatives d'observation détaillées. Par exemple, les matériaux qui diffusent la lumière ou absorbent des radiofréquences rendraient les SEAP plus difficiles à repérer ou à suivre. Au-delà des matériaux, les SEAP pourraient avoir des modèles de comportement spécifiques destinés à éviter d'être détectés par des humains spécifiques. C'est étonnant ça. C'est étonnant parce que j'ai déjà lu l'article, là je le relis deuxième fois, je le soulève. Les CEAP pourraient avoir des modèles de comportement spécifiques destinés à éviter d'être détectés par des humains spécifiques. Étonnant. Même si certains SEAP pourraient fonctionner à des altitudes plus basses pour des tâches spécifiques. Effectivement, on a des cas de phénomènes très bas. Bien que notre proposition puisse paraître spéculative, c'est vrai, c'est qu'une spéculation. Hein. Les améliorations apportées à la technologie actuelle par les gouvernements et les entreprises privées suggèrent que des avancées similaires pourraient exister ailleurs. Les drones modernes, améliorés par l'IA et la technologie de surveillance, ont la capacité d'identifier et de différencier des objets en temps réel. Ça, c'est vrai. Actuellement, c'est vrai. À l'aide d'une caméra de haute résolution et des capteurs infrarouges. Ces drones peuvent reconnaître le modèle d'activité humain, ce qui leur permet d'utiliser les données GPS pour s'éloigner des zones particulières. Les modèles d'IA avancés évaluent les menaces au fur et à mesure qu'elles se produisent et peuvent réagir
à certains temps, à certains appareils et situations. Lorsqu'ils travaillent ensemble, les drones peuvent échanger des informations sur les emplacements, les activités, etc. Donc voilà. Alors motif et attention, ce qui nous amène à la dernière question. Si les CEAP expliquent les observations véritablement anormales des pans, que suggèrent ces récits quant à leur objectif? Bien que cela soit spéculatif, si les SEAP existent, une possibilité pourrait être qu'ils fonctionnent par la collecte d'informations, comme l'indiquent les subtilités observées dans certaines observations. Bien qu'il n'y ait aucun moyen de savoir quel pourrait être le but de ces collectes. Nous espérons qu'elle sera liée à l'établissement de communication pacifique entre espèces à un moment antérieur. J'espère que ce sera pacifique. Voici donc cet article. Alors, donc, je répète, l'article a été écrit par, alors je ne l'ai pas fini, qui a été écrit par Courtney Bauer, qui est doctorante en sciences régionales à l'Université de Cornell, et Elisabeth Raymond, qui fréquente également Cornell, qui est étudiante à la maîtrise des sciences régionales. Alors, c'est spéculatif et prospectif. Néanmoins, c'est un article véritablement passionnant qui nous donne des clés sur la modélisation de ce que ça pourrait être, en fait, au travers des 80 ans de témoignages depuis l'ère moderne de l'ufologie. C'est-à-dire que effectivement, ça pourra nous donner quelque chose, une piste vraiment intéressante. Voilà donc pour cet article. Alors, on va regarder tout de suite. Alors, elle se fonde donc sur un rapport aussi. Alors, un rapport tout à fait intéressant qu'on va regarder tout de suite. Alors, ce rapport, c'est le rapport de cartographie des rapports publics sur les phénomènes aériens non identifiés. Ça date de 2023. Ça s'appelle No The X-File. Et ce rapport est tout à fait intéressant. Il fait à peu près une 50aine de pages. Donc, il a été écrit par Marek N. Posar, Ashley Gormis et Mary Lee. Alors, ça a été écrit pour la Rand Corporation. Alors, on va regarder tout de suite la Rand Corporation. Alors, la Rand Corporation, qu'est-ce que c'est? Alors, la Rand Corporation, c'est un organisme de recherche qui développe les solutions aux défis politiques publics. Alors, c'est une sorte de lobbyiste pour contribuer à rendre les communautés du monde entier plus sûres, plus saines et plus prospères. Alors, Rand est une organisation à but non lucratif, non partisan, mais engagée dans l'intérêt public. Voilà, la mission est d'aider à améliorer les politiques et la prise de décision pour la recherche et l'analyse, qui est rendue publique grâce à nos valeurs fondamentales de qualité et d'objectivité et nos engagements inébranlables envers le plus haut niveau d'intégrité. Alors, ils sont en relation avec des institutions gouvernementales et ils sont en relation directe avec des institutions militaires. En particulier, il y a un département à la Rand Corporation qui est chargé en fait des relations avec le domaine de la défense. Donc, d'intégrité, un comportement éthique pour garantir que nos recherches et nos analyses aussi rigoureuses, objectives et non partisanes, nous soumettons des publications de recherche à un processus d'assurance qualité robuste et exigeant. Éviter les deux, l'apparence et la réalité des conflits d'intérêts financiers et au travers de la formation du personnel, des projets de filtrage et politiques de divulgation obligatoires et poursuivre la transparence dans nos engagements de recherche grâce à notre engagement envers la publication ouverte de nos résultats et recommandations de recherche. La divulgation de la source des financements de la recherche publiée et les politiques visant à garantir l'indépendance intellectuelle. Voilà donc pour la Rand Corporation. Alors forcément je vous invite à aller voir, je mettrai bien sûr le lien dans la description. Alors voici donc l'article, le rapport là on l'a vu tout de suite. Alors c'est ce rapport là. Alors le rapport bien sûr vous pouvez le traduire, il fait bien sûr 50 pages. Alors hop on va revenir tout de suite, désolé. On va revenir donc au site de la Rand Corporation, solution efficace. Donc là on est sur l'aspect civil, voilà, de la Rand Corporation. Donc voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un travail de conclusion. Donc, en ce qui concerne les rapports UAP, c'est un travail sur l'aspect de régionalité et de territorialité des UAP. C'est très intéressant parce que ça donne des clés, ça donne véritablement des clés. Ça ouvre en fait le champ de vision, le champ d'analyse, le champ des données analytiques à des postulats qui peuvent être intéressants et
et puis aussi aux travaux de recherche en fait concernant l'attitude de ce phénomène. Voilà, ou l'intentionnalité, si vous préférez, de ce phénomène. Donc, un examen de 101 151 rapports publics d'observation du AP aux États-Unis entre 1998 et 2022 a révélé une relation incohérente entre les installations militaires et météorologiques les plus proches et les autorapports d'observation du AP. Les modèles utilisés pour mener l'analyse ont montré que les signalements d'observation de pan étaient moins probables à moins de 30 km des stations météorologiques, à 60 km des aéroports civils et toutes les zones plus densément peuplées, tandis que les zones rurales avaient tendance à avoir un taux plus élevé de signalement de pan. C'est exactement la même chose qu'en France. Donc la conclusion la plus cohérente et la plus significative sur le plan statistique est que les rapports d'observation du AP étaient plus susceptibles de se produire dans des zones situées à moins de 30 km des zones, à chaque fois toujours à moins de 30 km des zones, pas si loin en fait des zones habitables. Des zones d'opération militaire où se déroulent des entraînements militaires de routine. Alors ça, c'est ce qu'ils ont noté en fait dans leur étude. Donc les recommandations. Les autorités gouvernementales. Alors voici les recommandations du rapport. Ça c'est juste les recommandations. Après je vous inviterai forcément à lire le rapport. On mettra le lien pour vous télécharger le rapport à traduire. C'est absolument passionnant. Donc les autorités gouvernementales devraient mener des actions de sensibilisation d'après eux, d'après la Rand Corporation, auprès des civils situés à proximité des zones d'opération militaire. Très intéressant ça. De nombreux civils ne savent peut-être pas qu'ils se trouvent à proximité de zones où se déroulent les opérations militaires si les résultats des analyses sont corrects, c'est-à-dire le fait d'être situé à moins de 30 km des zones d'opération militaire est associé de manière significative au rapport de Pan. Et si certains de ces objets signalés sont des aéronefs autorisés, alors communiquer que de telles activités sont menées à proximité pourrait réduire la probabilité que le public signale que ces aéronefs comme des pans. Effectivement, c'est très intéressant parce qu'effectivement, il y a quand même un pourcentage notable effectivement d'observations de pans qui sont pas très loin des zones militaires aux États-Unis, parce que ça, c'est un rapport uniquement sur la zone américaine. Mais effectivement, alors après, forcément, ça n'explique pas le fait qu'il y ait en fait, si vous voulez, des observations très loin des zones militaires ou très loin des stations météorologiques ou etc. Station météorologique veut dire ballon météorologique, on est d'accord ? Mais c'est une question à soulever, c'est-à-dire ça discrimine, si vous voulez. Le but aussi du travail, c'est de discriminer. Les autorités gouvernementales devraient mener des actions de sensibilisation supplémentaires pour informer les civils à proximité pour qu'il y ait, lorsqu'il y a des activités dans l'espace aérien à proximité d'une zone d'opération militaire. Ça, c'est pour discriminer, en fait. C'est bien, en fait. Selon la FAA, toutes les zones d'opération militaire ne sont pas utilisées par des avions autorisés. Le cas échéant, informer la population locale des activités dans des zones d'opération militaire pourrait réduire le nombre de pans signalés, qu'ils sont en fait des aéronefs autorisés. Une évaluation devra être menée pour éclairer la conception de systèmes détaillés robustes de reporting public des observations de pans. Une telle évaluation éclairerait l'utilisation de diverses technologies, la création de rapports sur le type d'emplacement de caractéristiques d'observation, les critères de validation de ces rapports et qui est le mieux équipé pour gérer de manière indépendante un tel système de reporting. Un tel système serait utile pour minimiser les canulars et les rapports d'objets mal identifiés. Ben oui, justement. Ce rapport très intéressant que l'on voit là, donne ses conclusions et effectivement, ils ont remarqué qu'il y avait un pourcentage proche des zones militaires, proche des centres de météorologie, effectivement, un pourcentage assez élevé sur une distance de 30 km d'observation de pans. Donc ça voudrait dire qu'en fait, tout simplement, qu'effectivement, qu'il y a énormément de méprise concernant les observations de pans. C'est pour ça d'ailleurs que les rapports de pans les plus sûrs sont des cas ce qu'on appelle résiduels, donc c'est-à-dire que c'est de l'ordre de quelques pourcents. Mais ça permettrait là en même temps, ces travaux de la Rand Corporation permettraient justement de mettre en place un système qui puisse en fait discriminer. Comme ça nous permettrait, en plus ça permettrait de faire des filtrages, c'est-à-dire en plus pratiquer un filtrage
ça permettrait de se focaliser sur le véritable pan qui n'est pas une maîtrise, qui n'est pas un canular ou quoi que ce soit. Donc, ils sont en train de créer en fait comme le projet scientifique d'utilisation des observatoires modaux pour capturer des pans. Par intelligence artificielle, ça permet en fait de discriminer aussi ce qui est un pan et ce qui n'est pas un pan. En fait, c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Donc, ils sont tous en train de faire ça. Ils veulent discriminer pour vraiment identifier la cible. Ce qu'appelle le docteur Kirkpatrick le paquet de cibles. Le paquet de cibles, donc ces fameux objets, c'est ceux-là qui sont intéressants. Donc, il faut tout discriminer en amont. Donc, les canulars, les méprises, etc. Les méprises astronomiques, les méprises de décollage d'appareils conventionnels, classiques. Alors, après, il y a une contradiction avec le rapport. Avec ce rapport, c'est que les Américains vont pas dire qu'ils construisent un nouvel avion et qu'ils vont pas dire à la population à côté coucou, on va faire décoller un avion qui coûte 600 millions de dollars que les Russes n'ont pas, que les Chinois n'ont pas, et on vous prévient qu'on va le faire décoller. Alors il y a une contradiction parce que les militaires ne vous diront jamais qu'ils vont faire décoller un avion expérimental. La preuve avec le F-117 qui a été gardé secret pendant plus d'une dizaine d'années. Des premières études du F-117, c'était dans les années 70. Imaginez, on a appris que la naissance du F-117 pendant la guerre d'Irak, etc., il y en a eu des décennies de passé. Donc là, c'est un petit peu contradictoire parce que effectivement, ça va poser un problème. C'est les Américains, enfin les départements de la défense ne vous diront jamais qu'ils vont faire décoller un avion de dernière génération qu'ils viennent de fabriquer. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est vrai que ça se discute sur cet aspect-là. Voilà donc pour le dernier rapport de la Rand Corporation. Je voulais m'attarder dessus parce que c'est un dernier rapport qui est sorti là en 2023, qui vient tout juste de sortir, qui est très récent. Et puis, il fallait absolument s'arrêter dessus parce que ça nous donne des clés très intéressantes. Voilà, donc c'était en lien forcément avec l'article de The Debrief, sur l'article un petit peu spéculatif, prospectif, voilà, de la doctorante, voilà, de l'universitaire. Donc on va s'arrêter pour cette dernière news, on va s'arrêter sur un cas qui moi m'a vraiment a soulevé une certaine question. Personnellement, c'est intéressant parce que j'ai fait une corrélation avec un autre cas. Voilà, tout simplement. Alors, l'US Force signale, c'était du 20 septembre, donc c'est pas vieux, l'US Force signale un mystérieux incident dans le golfe du Mexique au bureau des ovnis du Pentagone, donc à La Haro. Donc c'est un incident qui a été déclaré à La Haro. Ah, ça y est, ça commence. On commence à avoir les incidents à La Haro. Donc le ministère de la Défense a officiellement confirmé à Liberation Time que l'armée de l'air américaine a soumis un rapport sur un incident impliquant un objet inconnu survenu plus tôt cette année à son bureau de phénomènes anormaux non identifiés, connu sous le nom de Haro. L'incident centré sur un pilote de l'USAF stationné de l'US Air Force, stationné à la base à Dingling en Floride, dont les systèmes des capteurs ont soudainement mal fonctionné alors que son avion s'approchait d'un phénomène aérien non conventionnel au-dessus du golfe du Mexique, a suscité les inquiétudes. Le représentant de Floride, Matt Gaetz, on l'avait vu d'ailleurs au Congrès, on en a parlé tout à l'heure, qui avait été alerté et informé de l'incident, on a parlé à l'audience. Donc c'est vrai, il en avait parlé. Alors, commentant Liberation Time, le porte-parole de la défense, Susan Goog, a confirmé que Gaetz avait été informé et que l'ARO avait reçu un rapport à la base aérienne d'Englyn. Ah, l'ARO a reçu son rapport. De plus, l'ARO cherchera à publier un rapport public. Ah, on va avoir un rapport public. Ah bah écoutez, on verra. Donc, d'après ce que Goog dit ici, on a déjà parlé de Susan Goog, l'experte en opération psychologique, représentant Matt Gaetz a reçu un briefing classifié lors de sa visite à la base aérienne, plus tôt cette année. Nous ne pouvons pas commenter le contenu de ce briefing, ça c'est confidentiel de défense. Je peux confirmer que la Haro examine un rapport, donc Dingling AFB, la Haro a donné la priorité à son analyse de cette affaire et l'intention de publier les conclusions sur son site web, une fois que l'information aura été autorisée à être rendue publique par le Pentagone et par Susan Goog en particulier, n'est-ce pas ? Je n'ai rien d'autre à vous proposer, surtout elle. Alors, effectivement, là, on va avoir un rapport public. Ça, c'est intéressant.
Donc, contrairement au représentant Gates, membre de House Hermet Service Committee, le représentant Tim Burchett et Anna Paulina n'ont pas eu accès à ce briefing de l'USAF du DOD. Je pense que Monsieur Gates, il a une accréditation, tout simplement. Donc, cette action a déclenché une dispute entre le personnel de l'USAF et les représentants. Oui, et c'est vrai qu'ils s'étaient rendus, je crois, sur une base, ils s'étaient fait renvoyer. Donc, la raison invoquée de le département de la Défense est que les représentants Luna et Burchett n'étaient pas membres du comité du renseignement ni du comité des services des armées. Donc, ils n'ont pas d'accréditation. C'est pour ça que d'ailleurs qu'ils ont été virés de la base. Et en réagissant à l'intention du DOD de publier une analyse de l'incident du l'UAP, les représentants Luna déclara libération de Tam. J'espère qu'ils donneront suite, mais je n'ai pas beaucoup confiance après ce qui est arrivé à Englin. Le DOD ferait bien de ne pas empêcher le peuple américain de bénéficier de la transparence comme il l'a fait avec nous plus tôt cette année. Donc voici donc Madame Luna. Charmante Madame Luna. Donc auparavant, l'USAF avait fait l'objet d'un examen minutieux pour son prétendu manque de transparence concernant l'UAP. En novembre 2002, le DOD a confirmé à Liberation Time que l'USAF n'avait pas prolongé le programme pilote en vue de normaliser et l'avenir de connaître les déclarations et l'avenir des PAN. Liberation Time a également rapporté précédemment des tentatives de l'USAF des tentatives de l'USAF pour sévir contre les officiers qui tentaient de coopérer avec l'ancienne force opérationnelle du UAP que l'armée de l'air était en fait disposée à participer au sujet de l'UAP avant d'exécuter un virage à 180 degrés. En fin de compte, oui, il y avait effectivement un groupe d'officiers qui tentaient de coopérer avec l'ancienne base opérationnelle UAP, donc l'ancien groupe en fait qui était chargé en fait d'enquêter les UAP. D'enquêter sur les UAP au sein du Pentagone, et l'armée de l'air en fait a fait un virage à 181 degrés et a interdit en fait qu'on diffuse toute information sur la question. Donc ça en dit long sur l'aspect sécuritaire. La reconnaissance du fait que la base aérienne d'Englin a apparemment signalé l'incident à la Haro peut suggérer que l'US Air Force est prête à être plus coopérative sur le sujet de l'UAP. Alors ça c'est intéressant, ça me fait un peu sourire, parce qu'effectivement il y a tellement de pression, et puis comme il y a le site de la Haro, donc le site de la Haro qui est rattaché, je le rappelle quand même, au Pentagone, donc là ils ont peut-être pas le choix de donner quand même quelques rapports, et puis comme la pression, comme je disais, de toute façon, je l'avais dit déjà en amont, si vous vous rappelez, il y a déjà quelques temps, vous aurez des éléments, vous allez avoir des éléments, parce qu'il n'y a pas de choix d'une manière politique. Il n'y a pas de choix et d'une manière de financement des services qui sont décidés, je le rappelle, par les politiques. Il n'y a pas de choix de donner des éléments. Alors même si c'est des os à ronger, je suis d'accord. Sûrement que le rapport là, de la base d'Englin et du problème d'incident qu'il y a eu l'avion avec l'UAP, peut-être qu'on va pas avoir grand-chose. Peut-être que forcément ça va être retravaillé, etc. Et puis qu'on va nous... Voilà, le document va être expurgé. Je suis d'accord. Mais on aura quand même un rappeur. Et la Haro s'est mis beaucoup en avant pour pouvoir rendre public les informations. Donc ils ont peut-être plus le choix aujourd'hui, je ne sais pas. Cependant, il serait également exact de suggérer que l'US Air Force fait l'objet d'un examen minutieux de la part de ses représentants et de... Oui, c'est pour ça que je le disais. C'est pour ça qu'il commence à donner des éléments. Cependant, il serait également exact de suggérer que l'US Air Force fait l'objet d'un examen minutieux de la part de ses représentants et de la secrétaire adjointe de la Défense, Kathleen Hicks. Elle n'avait pas rigolé, elle, avec le monsieur Kirkpatrick. Rappelez-vous, c'était, je crois, au mois d'avril. C'est la fameuse vidéo où elle posait des questions à Kirkpatrick qui n'était pas à l'aise du tout. Donc, qui supervise désormais la Haro, en plus. Elle supervise la Haro. Et elle avait choisi de ne pas signaler l'incident. Elle avait choisi, si elle avait choisi de ne pas signaler l'incident. Désolé. Donc, effectivement, je le dis donc personnellement, nous aurons des éléments parce qu'ils n'ont pas le choix de donner des éléments. C'est ce que je vous explique dans cette grande news. Donc ça c'est logique parce qu'il y a une demande du public, il y a une demande des représentants, du Congrès, du Sénat. Il y a en plus
des sous-comités de financement, faire attention de ne pas mettre trop frein à l'information, parce que sinon l'argent va moins rentrer, ou alors ils vont avoir un regard un petit peu plus persuasif et un petit peu plus vraiment pointu sur le financement de certains services. Donc la roue est là, donc va falloir donner des éléments, sinon ils servent à rien. Hein. Donc voilà, et donc je reviens, donc je reprends donc un autre article. Et justement, je voulais juste faire là en aparté, alors à la fin de cet article sur The Debrief, un aparté sur, rappelez-vous, on avait fait une news sur le mémo secret qui soulève davantage de questions sur la fusillade de l'Alaska. Rappelez-vous, c'est le fameux UAP abattu par un F-22 Raptor et qui avait été identifié au départ par deux F-35 Lightning. Et suite au problème de capteurs, que l'UAP posait des problèmes de capteurs sur les avions, il a été abattu. Alors là, j'y vois une corrélation. J'y vois une corrélation. C'est-à-dire que je voulais revenir sur ce fameux cas de l'OVNI abattu donc au-dessus de l'Alaska, où que les débris sont crachés. Ils n'avaient pas pour l'instant récupéré les débris parce que c'était sur une zone inaccessible. Et donc effectivement, je reviens sur cet article-là sur Warzone. Pourquoi ? Parce qu'il y a une corrélation entre le problème de capteur que l'UAP a provoqué sur l'avion et le problème de capteur que l'OVNI a provoqué sur les avions, sur les F-35. Alors, tout simplement que les éléments que l'on a au-dessus du Canada, il s'agit d'identification d'un UAP traversant en fait la frontière. Le NORAD a envoyé deux F-35 pour identification et les F-35 se sont aperçus qu'ils avaient des problèmes de capteurs à l'approche de l'UAP. Et donc il a été décidé d'intercepter l'UAP pour le détruire parce qu'il posait des problèmes techniques sur les capteurs. Voilà en fait le rapport en fait. Là, le problème, c'est que le NORAD ne donne pas accès aux vidéos qui étaient sur les F-35 Lightning. Ça, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. C'est-à-dire que les F-35 sont munis de deux types de capteurs, en particulier de deux capteurs optiques. Donc, il y a deux capteurs optiques de type infrarouge, etc. Et donc, ces capteurs optiques de très haute technologie, on n'a pas les vidéos. Donc de l'objet abattu, le NORAD se refuse catégoriquement à donner pour l'instant, selon le journaliste Coulthard, se refuse catégoriquement à donner les vidéos. Ok, donc sécurité nationale, d'accord. Mais par contre, j'y vois moi une corrélation, effectivement, puisque le rapport de l'Alaska nous précise que l'UAP a posé des problèmes sur les avions, sur les capteurs, sur différents capteurs. Et ils disent pas si c'est des capteurs optiques, des capteurs radio, des capteurs d'identification, etc. Ils ne le disent pas. Mais ça posait un problème à l'approche de l'UAP, ça posait un problème, ce qui en fait a provoqué la décision de destruction de l'UAP. D'accord ? Et on est exactement dans le même cas de figure. Il s'agit là toujours c'était un F-22 Raptor qui a eu lui un problème avec l'UAP. L'incident donc sera publié sur le site de la HARO, comme quoi il y a bien eu un UAP qui a provoqué un problème technique à son approche d'un de ces capteurs. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire de ce qui s'est passé là dans le golfe du Mexique. Exactement la même chose de ce qui s'est passé au-dessus de l'Alaska au Canada. Donc, alors, après, il y en a qui vont me dire, ouais, mais ta corrélation est un peu spéculative, parce que ça peut très bien être des problèmes d'avion, enfin des problèmes techniques de l'avion, ça je ne dis pas. Mais on note quand même que Getz justement avait déclaré, quand il s'est approché, il a dit que son radar était tombé en panne. Donc il est possible aussi, ils ont dit plusieurs capteurs, enfin il y a plusieurs capteurs qui ont eu des problèmes à l'approche du l'UAP au-dessus de l'Alaska. C'est possible aussi que ce soit les radars. Il a déclaré que son système FLIR, caméra infrarouge, fonctionnait mal et qu'il avait du mal à prendre manuellement des images à partir de l'un des objectifs. Ce qui est bizarre, c'est que pour filmer, est-ce que
Et là, je me pose la question, est-ce que les F-35 ont réussi à filmer l'objet? Alors peut-être de loin, mais de proche, peut-être pas, en fait, tout simplement. Parce que là, on est en train de lire, selon Gates, selon ce que lui, il a obtenu comme élément, puisque lui, il doit avoir une accréditation défense. Euh, donc il y a eu un problème. Il y a eu un problème à l'approche de cet avion, à l'approche de ce phénomène. Et donc, il est possible que l'F-35 au-dessus de l'Alaska n'ait pas pu, en fait, tout simplement filmer l'avion, et qu'ils avaient eu du mal à filmer l'avion, qu'ils avaient du mal à le prendre en photo, parce que ça a posé des problèmes d'identification. C'est un peu comme si, en fait, le phénomène refusait qu'on le filme ou le refusait qu'on puisse le prendre en vidéo pour montrer qu'il existe. Alors ça, c'est une spéculation, forcément. Après, vous pouvez faire ce que je dis, vous pouvez faire ce que vous en voulez, mais effectivement, les deux cas se ressemblent en fin de compte. Alors, ce qu'on n'a pas, c'est quel type de capteur qui a mal fonctionné à l'approche du LEAP sur la F-35 lors de la rencontre en Alaska, lors de l'interception en Alaska, de l'identification. Hein. C'était une interception pour une identification. Après, il y a une interception pour destruction. Mais effectivement, pourquoi on n'a pas pourquoi il y a ces deux mêmes problèmes? Voilà, je vous pose la question. C'est pour ça que je voulais revenir sur l'article de Warzone. Voilà pour cette long news. Alors, c'était une très grande UAP news parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Surtout, il y avait le grand article, etc. Alors, je vous dis à bientôt, bien sûr, pour une prochaine UAP news. Allez, je vous dis à ciao. Bye.